m'a déjà un peu présenté, donc je vais aller vite là-dessus. Donc effectivement, je suis maître de conférence à l'Université Paris 12, assez récemment nommé, et puis je suis donc directeur du master géomarketing, donc directement concerné par tous les aspects cartographiques. J'ai effectivement travaillé depuis longtemps, depuis au moins, je pense, 8 ans avec l'Arctique sur différents projets. Je suis donc chercheur au Lab Urba. Et auparavant, j'étais donc effectivement par hasard à l'université de Tours, au laboratoire de gestion de l'université qui s'appelle le CERMAT. Ponctuellement, j'effectue quelques missions de consulting, mais enfin c'est vraiment ponctuel, avec une spécialisation dans le géomarketing, ce qu'on appelle les modèles de localisation-allocation qui permettent donc d'optimiser en fait les réseaux commerciaux, les réseaux de distribution. Et puis donc tout ce qui concerne le data mining et l'analyse de données de manière générale, avec l'optimisation en particulier du marketing mix. Alors si j'en reviens donc à la notion de rayonnement géographique, alors effectivement, je n'ai pas été le premier évidemment à travailler sur cette notion-là, qui intéresse directement les responsables politiques, les responsables des collectivités locales, qui souhaitent en fait évidemment attirer un grand nombre d'investissements, d'entreprises, etc. Et donc qui souhaitent pérenniser leur développement local. Alors on constate évidemment qu'il y a des rivalités entre les territoires, et les responsables de ces collectivités donc essaient de jouer sur l'attractivité en faisant bénéficier donc ces territoires de crédits pour améliorer en fait les équipements de haut niveau, y compris ceux des universités, la recherche, les localisations résidentielles, les parcs d'implantation d'entreprises, etc. etc. Alors sur ce qui a été fait jusqu'à présent, il y a eu, je dirais, deux types de mesures. Il y a eu des diagnostics internes, donc qui ont essayé de mesurer finalement tous les moyens disponibles dans ces territoires, pour voir lesquels étaient les plus attractifs. Alors on s'est basé en particulier, je dirais, la data, donc, qui a bénéficié de gros budgets pour ces mesures-là. Donc c'est basé sur des critères, par exemple, du développement d'activités de haute connaissance, du degré de diversification de l'économie, d'accessibilité à la connexion entre les réseaux de transport, sur les investissements publics, etc., les stocks de savoir. Alors, dans les résultats de cette méthode qui peut être tout à fait contestable, eh bien, on trouve par exemple l'unité urbaine de Montpellier, qui est dotée effectivement d'une technopole, d'un réseau de transport assez conséquent, qui apparaît effectivement en première place. Et dans la catégorie commune-centre, selon la data, Orléans apparaît, elle, également en première classe. Le problème dans tout ça, c'est qu'on ne se base pas finalement sur les effets du rayonnement, mais sur un diagnostic interne. À côté de ça, on a sur le même mode en fait des classements internationaux donc qui introduisent des critères plus qualitatifs, par exemple les conditions de vie, l'environnement concurrentiel et social, la concentration des prix Nobel, des talents, etc. dans certaines communes. Donc là encore, on se base sur l'image en fait de la ville et non pas sur les effets du rayonnement. Et dans les résultats, donc, on trouve essentiellement des villes occidentales, puisque le dernier classement date de 2006. On trouve 10 donc des premières villes qui se situent en Europe et 8 aux États-Unis, avec dans ces villes-là donc surtout New York, Dublin et Londres. Alors aucune ville en Afrique, en Amérique du Sud, et seulement 2 villes en Asie, dont Tokyo et Hong Kong. Alors, le problème dans tout ça, c'est que finalement, on ne tient pas compte du rayonnement culturel des villes. On tient compte seulement de l'attractivité en fait, de ces villes-là. Imaginons par exemple Jérusalem, qui est quand même le siège de beaucoup d'événements. Si on devait s'en référer à ce classement-là, je dirais que Jérusalem, par exemple, n'apparaîtrait pas dans cette liste. Donc il y a quand même un biais. Alors là, c'est plutôt un type de mesure qui fait le lien avec ce qu'on appelle donc la compétitivité territoriale, vue plutôt sur le plan de l'économie, davantage que sur d'autres plans, comme le plan culturel.
Alors, d'un autre côté, on a d'autres types de mesures qui sont plutôt externes, réalisées par exemple par le ministère des Affaires étrangères. Donc il veut voir en fait, lui, la conséquence des efforts culturels français pour essayer d'imposer au niveau international la reconnaissance par exemple, de la langue française. À ce moment-là, ce ministère va essayer de quantifier par exemple le taux d'élèves apprenant le français à l'étranger, où les étudiants étrangers ont un diplôme de l'enseignement supérieur français, etc. Tout un tas de choses comme ça. Le nombre de films français diffusés à l'étranger, la résonance des œuvres culturelles françaises. Alors le problème, c'est que là, on a tout un tas de paramètres, mais on n'a pas quantifié l'importance de chaque paramètre, et puis on peut douter aussi du bien fondé du choix de ces paramètres-là. Hein. Donc on a des paramètres qui sont indépendants, mais qui ne sont pas, je dirais, résumés à un seul critère général de rayonnement culturel ou général du territoire. Donc finalement, eh bien, on trouve, selon ces classements, ces différents classements qui existent dans tous les ministères, je dirais, des Affaires étrangères, un monde qui est réparti en 3 pôles, avec d'un côté évidemment le pôle européen, Londres, Paris, Francfort, Milan. D'un autre côté, le pôle américain qui est prépondérant avec surtout New York, Philadelphie et accessoirement Los Angeles, Mexico. Et puis de l'autre côté, le pôle asiatique, donc avec Tokyo, éventuellement Pékin, Osaka, Kyoto. Donc c'est un peu cette triade. Et on parle donc de niveau de mondialité des villes qui en fait se résume surtout à ces 3 pôles-là. Alors, comme je l'ai dit, effectivement, toujours dans cet esprit de mesure de mondialisation, de mondialité des villes, bon, il y a d'autres classements que le classement des ministères. Il y a par exemple l'université de Loughborough, je ne sais pas si je le dis correctement, où là, je dirais, on essaie de mesurer plutôt tout ce qui concerne les services avancés dans le domaine de la finance, de la comptabilité, etc. Et donc, selon ce classement-là, je cite, donc une ville occupera un statut global si les 4 secteurs d'activité sont bien représentés en termes de siège social ou de succursale principale d'entreprise. Et donc, on aboutit à un classement, je dirais, avec une note sur 12. Et au premier plan, eh bien, on trouve toujours, d'ailleurs, quels que soient les classements pratiquement, on trouve toujours Londres, Paris, New York, Tokyo. Et puis dans d'autres groupes, des villes secondaires comme Chicago, Francfort, Hong Kong, Los Angeles, Milan, Singapour, qui comptent 10 points. Troisième catégorie, là, des villes de moindre importance, San Francisco, Sydney, Toronto, Zurich. Et puis après, Bruxelles, Madrid, Mexico, Sao Paulo. C'est vrai qu'on peut se poser la question encore bien fondée donc, de ce classement-là. Est-ce que, par exemple, Bruxelles serait moins mondialiste que Londres ou Paris? C'est pas évident à se poser, à voir. Alors, là c'est la data, j'ai dit la data. Alors effectivement, je l'ai dit juste avant, eh bien on ne tient pas compte dans tous ces classements en fait, de l'importance, de la puissance politique, culturelle, religieuse de certaines villes. Imaginons Pékin ou Jérusalem, effectivement, toutes ces villes-là apparaissent au second plan dans les classements qui sont mis en œuvre par les différents gouvernements des pays.